voyons que rien n'a changé. Mais rassurez-vous que cet ennemi il trouve que cet état de siège lui est redoutable. Mais nous disons qu'il faut l'appuyer. Il faut appuyer cet état de siège. Il faut appuyer nos forces armées. Et il faut appuyer les chefs de l'État dans cette démarche pour que cet état de siège puisse produire ses effets. Et ce n'est pas aux premières heures qu'il faut commencer à évaluer. Nous pensons qu'il faut du temps. Monsieur Omar, moi, depuis que je suis arrivé hier ici, pour nous qui sommes à Kinshasa, pour nous qui vivons à l'étranger, l'image qu'on a des bénis, c'est on coupe les têtes de gens, les gens ne vivent pas bien. Je suis surpris de voir que les gens sont... La vie, il y a la vie. Est-ce qu'il y a la vie ici? Ce n'est pas que vous nous avez vendu une mauvaise image des bénis. Non, dites-vous que cette vie, c'est aussi les résultats des efforts qui sont consentis par les autorités. Parce qu'il y a un temps, ces quartiers n'étaient pas vivables. Il y avait des attaques autour de la cellule Matete. C'est à 500 là, les choses sont redevenues en ordre. Mais les choses sont en train de s'améliorer et il faut les reconnaître. Et la population ici, c'est une population travailleuse. Et dans un contexte où la paix et la sécurité sont assurées, c'est une population que vous verrez dynamique. Et dites-vous que depuis que le chef de l'État a lancé des opérations ici, il y a de quoi se féliciter. Parce qu'il y avait jadis des massacres en pleine ville ici. Ces quartiers étaient pratiquement déserts. Mais à la suite des efforts qui sont consentis par notre armée, par les chefs de l'État et par toutes les institutions, particulièrement le gouvernement, nous pouvons nous dire qu'il y a amélioration. Je me mets à la place du Congolais Landa, celui qui est en train de nous suivre à Bruxelles, aux États-Unis, ou celui qui est en train de nous sommes à Béni. Nous sommes à Béni. Nous vivons à Béni. Nous savons la situation qui était en 2014, en 2015. C'est vrai. On n'est pas encore au bout du tunnel. Mais il faut que nous puissions espérer. Parce que si nous allons perdre de vie, si nous allons perdre d'espoir, nous n'allons pas continuer à résister. Mais nous sommes confiants que ces efforts qui sont en train d'être consentis, bien qu'ils n'ont pas encore apporté les caps que nous souhaitons, mais nous sommes sur la voie. Et lorsque le chef de l'État arrive ici, sur demande de cette population, pour venir témoigner de sa solidarité, de son soutien et de son accompagnement, nous avons confiance qu'on va en finir avec, parce qu'effectivement, ça fait 7 ans, on est en train de vivre des massacres. Aujourd'hui, lorsque vous êtes dans les périphéries, en territoire de Béni principalement, vous allez enregistrer des cas de massacres. Mais nous disons que ce n'est pas ce qui doit nous détacher de la République. Nous sommes en train, effectivement, de le dire, de reconnaître ces efforts pour que ces efforts soient consentis davantage et pour que toute la nation soit mobilisée. C'est pourquoi je rends un hommage mérité à la RTNC, parce que ça n'arrive pas tous les jours que la RTNC soit à nos côtés. Mais là, nous sommes là, vous nous avez toujours critiqué, vous nous avez toujours dit que la RTNC ne parlait pas suffisamment de Béni. Là, nous sommes à Béni. Oui, effectivement, c'est pourquoi nous disons que le chef de l'État est là avec nous. Parce que vous savez, l'autre type de guerre que nous impose l'ennemi, c'est la communication. L'ennemi nous impose sa communication. Et nous nous sommes rendus compte que notre média officiel était presque éloigné et c'est l'ennemi qui faisait un peu, qui imposait un peu presque sa communication. Mais aujourd'hui, avec la présence de la RTNC, aujourd'hui avec la présence du chef de l'État et des autorités, nous sentons ce soutien parce que nous voudrions que lorsque nous sommes en détresse, que notre média officiel en parle. Lorsque nous sommes heureux, lorsque nous sommes en allégresse, que notre média aussi nous accompagne. Donc, nous félicitons cette initiative et nous voudrions que cette initiative soit continue de manière à ce que nous soyons rassurés que la République est à nos côtés, même dans les moments difficiles. Alors, je vais vous garder, M. Omar, vous restez avec moi, je vais vous garder sur ces plateaux, j'ai envie de dire, sur ce plateau qu'on a improvisé, on est dans le rue de Béni, c'est un motocycliste, Edmond Kipisa. Alors, mon interprète est là, j'ai toujours un interprète parce que mon Swahili, il est un peu... Alors, on va lui demander, depuis combien de temps tu fais ici? Voilà. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous faites la moto? Ici, combien de temps j'ai fait la moto? Ça fait au moins 2 ans et demi. Vous savez que nous qui venons de Kinshasa, on nous a dit qu'ici, il n'y a pas de vie. Partout où vous passez, on peut vous plaquer et puis dites-nous, comment vous faites ici?
nous ici, c'est comme si on est déjà habitué et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. On vit. Je vais prendre ce micro, je vais prendre celui-là. Oui. Allez, dites-moi, racontez-moi comment vous vivez ici. Bon, nous vivons selon que Dieu veut que nous vivions. Malgré malgré on peut, je ne sais pas, dire que non, réclamer aux autorités que non, il y a les sécurités ici, il y a les sécurités, mais il n'y a aucune intervention que les autorités fassent. Alors nous, on vit par la grâce de Dieu. Alors, avec l'état de siège, comment d'abord vous avez accueilli le concept qu'on a décrété l'état de siège? Bon, tout au début, quand on nous a parlé de l'état de siège, on a cru que ça va donner un bon résultat. Comme on disait que c'est dans un mois, le temps de siège va durer un mois. Et nous, on pensait que dans ces mois-là, on va avoir des résultats et les sécurités vraiment sera à notre niveau. Et nous allons vivre comme on va en 2014. Parce que les massacres ont commencé en 2014 et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun changement. Alors, mais quand vous dites que un mois, mais attends, je vais d'abord commencer, monsieur Omar. Là, c'est la population qui parle. Là, c'est la population qui parle. Il dit, pour eux, lorsqu'on a décrit cette initiative, c'est avec que directement tout allait redevenir en ordre. Comme si, sur cette liste, Non, il faut dire que la population est dans l'impasse. La population est en détresse. Une personne en détresse, de cette façon qu'elle doit s'exprimer. Mais une personne qui doit apporter la solution, il doit savoir quelle est la voie la bonne pour apporter la véritable solution. Nous disons que cet état de siège, c'est vrai. Pour la population, il fallait se réveiller au lendemain, tout a déjà changé. Mais ce n'est pas ce que nous impose l'ennemi. Et nous faisons face au terrorisme, nous l'avons toujours appelé. Face à ces terroristes, il faut comprendre qu'il faut un peu plus de temps. Et lorsque les approches sont déjà convenues, voilà. on va donner la parole à la population aujourd'hui. Allez, on y va. Lorsque les approches sont déjà définies, pour nous amener cette véritable paix, c'est sûr, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 3 mois, même 6 mois, pourvu qu'on arrive à cette paix. Mais lorsqu'on n'a pas encore pris les pas des géants en termes d'engagement, là, nous étions frustrés. C'est pourquoi nous disons, cet état de siège, il importe que la population comprenne que ce n'est pas au bout d'un jour qu'on va avoir la solution. Mais il faut qu'on aille vers la solution. Et nous pensons que la voie est la bonne. Parce qu'avec l'état de siège, toute la nation est mobilisée. Toutes les provinces sont mobilisées. Toutes les institutions également. Comment tu fais? Bon, selon moi, je dirais qu'il ne fallait pas alors déterminer si l'état de siège va durer je ne sais pas combien de temps. Je savais que ce n'est pas un combat qu'il faut finir dans 2 ou 3 jours comme ça. Il fallait dire que l'état de siège commence, mais c'est indéterminé. Mais quand on a dit un mois, nous on pensait que c'est un mois va s'écouler et en trouver la solution. Le ministre de la communication, là, la population est là, on va faire venir le ministre de la communication. Le ministre de la communication, voilà. Le ministre on va faire venir le ministre. Comme ça, c'est un bon débat avec la population. Monsieur le ministre, bonjour. Vous entendez, il dit, pour eux, l'état de siège veut dire la fin de la guerre. Pour eux, c'est... Oui. Quand on nous a parlé de l'état de siège, on disait que l'état de siège va venir et là, c'est l'enfer de la guerre. Et nous, aujourd'hui, on va les contrer. Les 1 mois, c'est écoulé. On a ajouté aussi les 15 jours. Les 15 jours vont se terminer comment? On ne sait pas si ça va se terminer aussi avec la guerre ou on ne sait pas si la guerre continuera toujours à se manifester. Monsieur le ministre. Oui, est-ce qu'il y a la guerre ou des actes terroristes? Ici à Béni, vous vivez normalement ici à Béni? Bon, depuis quelques temps, on vit presque normalement, mais on s'environne de la vie. Parce que les environs, c'est sur les environs qui alimentent la vie. Et là où on enlève la nourriture, quand il y a la guerre, il y a les massacres, comment la vie sera alimentée?
c'est du terrorisme. Parce que dans la guerre, vous avez, il y a un front. Ici, il y a des gens qui ne sont pas ici, c'est des gens qui commettent des actes isolés et ils font beaucoup de publicité pour s'aimer la terreur. Le président de la République a décidé de faire l'état de siège parce que l'état de siège permet justement à l'armée de mettre la main sur tous les leviers du pouvoir pour être sûr que cette situation s'est réglée. Ça dure, ça fait des années. Mais il faut lui poser la question est-ce qu'il connaît les EDF? Vous connaissez les EDF? Nous, on les entend parler, mais on ne sait pas. Alors, les EDF, c'est des Ougandais, et vous pouvez demander à Maître Kabota, qui sont ici depuis une bonne vingtaine d'années, ils se sont installés. Ce n'est pas des Congolais. Ce n'est pas des Congolais. Ils rêvent d'instaurer un califat dans notre pays. Moi, j'ai déjà entendu dire ils vivent dans l'angoisse. Mais effectivement, s'ils vont se réveiller demain. Non, la question, c'est pas qu'ils ne savent pas s'ils vont se réveiller demain. La question, c'est qu'à tout moment, parce que vous savez, les terroristes, quand vous êtes leur cible, ils peuvent frapper à tout moment. Je crois que c'est ces stress-là, c'est dans ces stress qu'ils vivent. Et c'est un stress que nous partageons. C'est pour ça qu'on a fait l'état de siège, justement, pour nous permettre d'avoir tous les moyens qui nous permettent politiquement, militairement et au plan du maintien de l'ordre public, de mettre la main sur toute la situation. Et si le président de la République est arrivé ici, nous venons de passer notre deuxième nuit ici à Béni, ça veut dire que le président de la République est tout aussi préoccupé par cette situation. L'arrivée du président, on voulait l'accueillir vraiment chaleureusement, mais malheureusement, il ne s'est pas fait montrer. Non, la question c'est qu'avant l'arrivée du président de la République ici, il a dit à Goma qu'il durcissait les mesures pour lutter contre le Covid. Alors, je ne sais pas quel est l'état de la situation ici à Béni. Apparemment, beaucoup de gens ne mettent pas de masques, mais il faut que les gens mettent de masques. Je crois que c'est ça la principale difficulté. Mais tout à l'heure, pardon, excusez-moi, tout à l'heure, le président de la République va parler aux notabilités. Excusez-moi. Alors, Maître Kabota, on sent que la population est sceptique, on ne croit pas. Vous avez quel âge? On entend la jeunesse ici. C'est l'espoir, c'est le passé. Mais j'espère qu'une fois la situation rétablie à la normale, telle que lever l'état de siège, vous reviendrez ici. Et ce que vous avez interrogé aujourd'hui, vous verrez, ils vous diront le contraire. Naturellement, tout à fait, quand il reçoit son père, il veut qu'il le parle. Il veut qu'il lui parle. Et cette population avait envie d'attendre le chef, avait envie d'attendre le comité. Mais, son Excellence, Monsieur le ministre l'a dit, dans ces contextes de Covid, où les mesures de prévention ont été renforcées, ça n'a pas été. Mais le fait qu'il soit là, c'est déjà une réponse. Il y a des jeunes gens, des enfants, qui ont passé plus de 7 jours à la mairie parce qu'ils voulaient que le chef de l'État soit là. Et s'il arrive, vous pensez que ces jeunes gens vont vraiment dire qu'ils sont mécontents de l'arrivée du chef? Non, le chef est arrivé. Au-delà de cet appui psychologique, de ce soutien moral, de ce soutien à la population de Béni, il a aussi lancé les travaux d'asphaltage de notre route. Vous savez, c'est un casse-tête de nos routes Béni, Kassindi, Béni, Boutembo. Et pour ça, nous devons nous arrêter. Tout ce que nous disons par rapport à la paix, par rapport à la sécurité, une population meurtrie depuis des années doit être plus ou moins sécurisée. Mais il faut la comprendre. Et il faut effectivement des méthodes rigides et d'urgence pour ramener cette paix, cette sécurité. Et demain ou après-demain, ça sera des sourires, ces sourires qui a manqué sur le visage de nombreux bénéficiaires, mais qui commencent à revenir quand même petit à petit. Mais la route Kassindi qu'on a lancée, on avait appris que la route qu'on a lancée. Oui, on l'a appris. On l'a appris qu'il faut lasser le début de travaux d'asphaltage, je pense. Alors, je ne sais pas si c'est encore pratique parce que c'est depuis longtemps qu'on a parlé de ça. Alors, quand il faut lasser, là, c'est là que nous serons tenants. C'est vraiment une réalité. Alors, à part la route, ce que nous demandons le plus, c'est d'abord la paix.
Parce que si on a la paix, on peut faire tout. Même si on n'a pas la route, mais on a la paix, tout peut aller. On a vu ici, des enfants qui tenaient des calicots pour dire qu'ils aimaient, ils voulaient la paix, on veut aller à l'école. C'est comme si la priorité, c'est pas la route, la priorité, c'est la paix. La priorité pour la population, c'est avoir et la paix, et l'économie, et l'école, et les infrastructures. C'est ça le travail même de l'État. Et c'est pour ça que le président de la République est arrivé pour ces doubles objectifs. La paix, nous allons ramener la paix. Mais pour ramener la paix, il y a une composante militaire qui est liée à l'état de siège, mais il y a une composante qui est liée à la collaboration de la population. Parce qu'il y a un besoin, dans ce qui se passe ici, c'est le terrorisme, il y a un besoin que la population s'implique, y compris pour dénoncer. Vous pensez que les ADF qui vivent ici depuis une vingtaine d'années, ils se sont mariés avec nos sœurs, nos filles, ils se mêlent dans la population. C'est lorsqu'ils sont acculés par les forces armées qu'ils commettent les actes de terreur et ils font beaucoup de publicité sur ces actes de terreur pour faire peur. Non, ça veut dire que le souci qu'il a, lui, d'avoir la paix, c'est le souci que nous partageons. Mais nous sommes à Béni. Beaucoup de gens pensaient qu'on ne pouvait pas venir à Béni. Mais nous sommes là pour regarder la vie. Vous voyez combien des véhicules conteneurs, des pétroles passent par ici. La route Kassindi que nous avons ouverte hier avec le président Museveni et le président Tshisekedi, est-ce que vous saviez que Kassindi c'est la troisième entrée de la douane qui contribue le plus dans l'économie du pays à travers la DGDA. Et donc si nous ramenons la paix par ici, avec cette route qui a été ouverte hier, mais ce sont les Bénitiens, moi parfois je les appelle les Béninois, qui seront les premiers bénéficiaires. Et puis au-delà de ça, il y a un programme qui suivra pour les jeunes. Parce que les jeunes, ils ont besoin d'emploi. Ils ont besoin d'être encadrés. Nous vivons à Béni où nous savons que les Nandais sont réputés être doués en affaires. Si on leur amène la sécurité, on leur amène la formation, ils seront en mesure de contribuer davantage et pour faire avancer les pays dans son entièreté. Bon, c'est une bonne affaire ce que dit le ministre là-bas, mais vraiment notre souci, c'est d'abord la paix. Parce que ça, la paix, vraiment rien ne peut aller. Vraiment rien. Parce que ici, on va que la guerre ne puisse prendre beaucoup d'entités dans les environs de la ville. Les gros Michelet, ça coûtait, avec 3 000 francs, tu trouves tout un régime. Mais actuellement, 10 000, 15 000, vous voyez, la vie commence à devenir difficile. Et aussi, le problème aussi des taux. On ne sait pas si pourquoi le taux d'échange commence à escalader comme ça. Aujourd'hui c'est à 2100 francs. 2100 francs. Et tellement que les gens, quand les gens commençaient à cultiver, ils vont planter des cacao. Par exemple, dans l'entité de Alungupa et aux environs aussi donc dans les territoires de Ben, les gens commençaient à planter des cacao. Mais actuellement, quand dans une entité quelconque, il y a les cacao qui commencent vraiment à produire, c'est là que les massacres vont commencer. Alors on se demande pourquoi. Est-ce que ces ADF sont là pour les cacao ou on ne sait pas quoi? Alors, de toute façon, Jessie, la préoccupation principale de mon ami, comme de tous les amis d'ici, c'est la paix. Et nous tous, nous le savons, que tant qu'il n'y a pas de paix, on ne sera jamais en mesure de régler les problèmes. Mais c'est pour ça que nous allons justement le président de la République a recouru à l'état de siège. Parce qu'on fait des efforts pour amener la paix ici depuis des décennies. Mais parce que la paix ne revient pas au regard de la complexité de la situation, on s'est dit on va passer à un régime spécial. Et donc dès que la question de la paix sera résolue, c'est un processus, mais qui n'empêche pas par ailleurs au gouvernement de faire des efforts au niveau économique, parce qu'au-delà de tout, malgré qu'il y a cette situation, vous avez vu que dans Béni, les gens prospèrent. Vous avez vu que le commerce s'effondre. Vous avez vu que le Congolais, de par leur résilience, ils essayent de tenir. Et donc, je voudrais dire à mon ami et à tous les amis de Béni qui nous suivent, de se rassurer qu'il n'y a aucun problème qui ne leur arrive, qui ne nous concerne pas, comme gouvernement. Que ce soit le Premier ministre ou le Président de la République,
nous tous, nous sommes préoccupés. Et on va travailler pour ramener la paix qui va permettre à cette partie du territoire national de retrouver sa quiétude. Alors, voilà. on va laisser partir notre ami. Là, nous sommes en direct depuis Béni. Vous voyez, nous sommes franchement envahis. Hein. Les gens veulent parler. On le sent tout le ministre que les gens veulent s'exprimer. Et la question, vous avez dit que vous allez être le ministre de la vérité. La gratuité de l'enseignement ici. Les gens vont à l'école ici. Les enfants vont à l'école ici gratuitement. Sincèrement, la gratuité de l'enseignement, on ne sait pas si elle est pratique ou pas. Parce que quand on nous a parlé de la gratuité de l'enseignement, c'est là qu'il y a eu vraiment comment si les enfants étudient ou comment. Même s'il y a la gratuité, les parents payent. Même s'il y a la gratuité, il n'y a pas la peine parce que des grèves. Aujourd'hui ici, les enfants n'étudient presque plus. Et les têtes des enfants sont vides parce qu'il y a des grèves par-ci, par-là. Ils peuvent étudier dans 2 ou 3 jours comme ça, mais il faut faire tout un mois sans étudier. Mais de toute façon, sur la question de la gratuité, Jessie, il y a trop d'enfants, trop des parents qui n'étaient pas en mesure de prendre en charge la gratuité de l'enseignement. Cette décision du président de la République est une décision qui n'a pas été prise depuis 2006, depuis que la Constitution a été promulguée. La volonté politique de parvenir à la gratuité de l'enseignement dépasse toutes les difficultés que l'on rencontre. Les difficultés, ce n'est pas seulement à Béni. C'est partout parce qu'il y a trop d'enfants qui ont eu cette fois-ci l'occasion de venir à l'école. Ils sont 4 millions. Maintenant, il y a des difficultés parce qu'il y avait un système de prise en charge des enseignants, parce qu'ils sont nombreux les enseignants. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du gouvernement Samalou Condé, la question est bien prise en charge. Vous avez vu qu'on va recruter des nouvelles unités, on va améliorer les revenus des enseignants. Et sur la question de Béni, spécifiquement, il y aura une attention particulière. C'est pour ça que le président de la République est ici, pour que toutes ces questions que nous récoltons, nous puissions y apporter des réponses. Monsieur Kavota, alors, comment vous réagissez? Alors, c'est tout à fait légitime. Vous savez, nous voudrions voir le gouvernement traduire en acte toutes les promesses données. Et on est en train de témoigner quand même d'une certaine volonté de l'autorité. Mais peut-être que nous allons être un peu patients. Or, notre patience semble être très menacée. Nous pensons que l'idéal, c'est de nous ramener la paix, la sécurité, de s'employer à exécuter toutes les promesses données. Le chef de l'État, à son arrivée ici, il a parlé à la population. Ça, c'est en 2019. Il a promis la paix, la sécurité. Nous attendons et nous sommes en train de voir comment il s'emploie pour imposer cette paix. Par rapport à l'éducation, il est vrai, la gratuité est déjà prônée, mais elle n'est pas encore si effective comme mon ami le taximan l'a dit. Mais quand même, ce n'est pas comme par le passé, parce qu'au moins à l'école primaire, on peut se rassurer que vraiment les efforts sont consentis. Et comme on peut les constater aussi, chaque année, il y a de nouveaux enfants, il y a de nouveaux enseignants qu'il faut aussi prendre en charge. Nous voudrions que, d'une manière particulière, Béni soit considéré, et c'est ça même l'esprit de l'état de siège, soit considéré comme assiégé. Cette partie de la République déjà occupée par l'ennemi, par l'envahisseur. Il faut chasser cet envahisseur et il faut remettre en confiance cette population. Et cette remise en confiance passe au-delà de cette communication positive par des actions concrètes, des actions de développement. Cette jeunesse qui est en chômage, cette jeunesse abandonnée, elle doit être prise en charge. Il faut des projets intégrateurs dans cette zone pour que cette population qui croyait que la vie ne peut être que dans les groupes armés, sache que la vie, on peut la retrouver avec son gouvernement. La vie, on peut la retrouver avec des projets de développement. La vie, on peut la retrouver avec des usines. Nous pensons que c'est ce qu'il faut et le chef de l'État qui nous suit, le Premier ministre, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et tout le gouvernement. Heureusement, nous avons le porte-parole du gouvernement ici. Nous pensons qu'au-delà de participer avec nous dans cette émission, il sera notre interprète auprès des institutions pour que l'on considère que la République fasse encore davantage pour Béni, parce que Béni
a trop enduré. Or, Béni a besoin de toute la République pour sortir de cette impasse. D'accord, je vais prendre madame qui vient. Madame, bonjour. Jetez le micro pour vous. Jetez le micro pour vous. Bonjour. Ah bon, merci. Moi, Vous je êtes, suis l'honorable Jeannette Kavira Mapera. Je suis élue de Lubero. Et ici, je viens pas parler moi, mais je voudrais que vous fassiez parler les opérateurs économiques aussi, les exportateurs du cacao, les exportateurs du bois, et ils vont vous parler de leurs difficultés. Honorable Kavira, la première question, vous êtes député national. Oui. Nous vivons avec vous à Kinshasa. Voilà. Vous nous amenez toujours le message des... Comment ça s'appelle la population de Béni? Comment on les appelle? Béninois? Les Béninois. Les Béninois, ok. Ouais. Bénissé. Bénitiens. Bénitiens, Voilà, voilà. merci très bien. Vous avez l'expression. Alors, ce n'est pas... Là, ce que nous vivons ici, nous sommes arrivés à Béni, c'est que nous vivons la vie qui est, les gens vivent. Ce n'est pas que vous nous avez vendu une mauvaise image de Béni. Non, au contraire. Les gens sont là, les gens vivent. C'est la résilience, ils doivent vivre, ils doivent tout faire. Mais je vais vous dire que n'eût été cette guerre économique imposée à la population de Béni, vous ne verriez pas ce que vous allez voir. Je crois que ce serait déjà l'équivalent de la Suisse ou d'une ville européenne, parce que je crois que vous l'avez remarqué, que les habitants de Béni, ce ne sont pas de petits qui vagabondent, ce ne sont pas des gens qui sont là oisifs. Ce sont des gens qui travaillent et qui ont l'amour du travail. Ils veulent vraiment rentabiliser et construire eux-mêmes leur ville. Ils n'attendent pas que l'État vienne construire des immeubles ici. Ils n'attendent pas que l'État vienne balayer devant les maisons comme ça se passe avec vous, vous le savez, à Kinshasa. Mais ici, tout le monde travaille. On ne vous a pas vendu une mauvaise information. Vous allez l'entendre de la bouche de tout un chacun. Béni, c'est un grand producteur de cacao, du bois. Mais aujourd'hui, on est en train de parler du cacao du sang. Il faut maintenant chercher à comprendre c'est quoi ce cacao du sang. Voilà pourquoi les exportateurs vont vous en parler. Et aujourd'hui, il y a du cacao qui pourrit en forêt. Parce qu'il y a les prédateurs qui tuent les gens là-bas. Et ils prennent le cacao, ils vont le vendre, ils l'exportent à des prix qui sont plus alléchants chez notre voisin en Ouganda. Et ici, les prix et les taxes et tout fait que les hommes d'affaires ne se retrouvent pas. Moi, je viens de faire le tour tout de suite des dépôts. C'est des milliers de tonnes de cacao qui pourrissent ici parce qu'on ne sait pas les exporter. Et ce qui fait qu'il y a un manque à gagner et pour l'État congolais et un manque à gagner pour la ville de Béni. Je crois que... Vous parlez le ministre, vous entendez madame l'honorable, elle dit Bien sûr. que ici le problème c'est le taxe, hein, le surtaxe, oui, beaucoup voilà. de taxes. Ça c'est l'État. Et même, je vais préférer qu'eux-mêmes parlent parce qu'ils maîtrisent Je vais leur parler mieux tout à l'heure. La secteur, première question, monsieur le ministre, on dit ici l'État a surtaxé, ce qui fait que ici les gens n'arrivent pas à vendre. C'est une problématique globale dans le pays parce que nous disons que notre système fiscal est un système qui est assez contraignant. Mais le Premier ministre l'a dit dans son programme. Nous sommes arrivés il n'y a même pas 100 jours. Il y a des efforts qui seront faits pour alléger justement ce système, pour accroître l'assiette, ça veut dire le nombre de souscripteurs, et ne pas faire beaucoup de pression sur ceux qui sont là et qui payent le taxe. Et spécifiquement pour les hommes d'affaires de Béni, il y aura un regard particulier sur ce qui se passe ici. Là, je vais m'approcher des hommes d'affaires. C'est un débat, en fait, c'est un débat de société qu'on va organiser. Un débat de société. La compétitivité des hommes d'affaires congolais, donc de Béni Boutembo du Grand Nord, ils sont moins compétitifs. Leurs prix sont moins compétitifs que les prix qui sont en face. Et ce qui fait que les gens, ils vont voler le cacao en brousse, ils égorgent les gens et ils prennent le cacao, ils vont l'exporter par fraude parce que les prix qui sont là-bas sont plus alléchants. Je vais passer le... C'est un débat de société qu'on a organisé, malheureusement, lui, vous serez obligé d'être soumis à ces débats de société. Allons-y. Allez, vous avez le gouvernement, hein, vous avez le gouvernement en face de vous. La télévision nationale, vous nous avez toujours dit... la RTNC ne s'intéresse pas beaucoup au problème des Béni. Nous sommes là, on va vous accorder la parole. Vous êtes, je vois, c'est FEC, la FEC c'est qui? Je suis Palou Koukaonja Cléophance, le vice-président de la FEC groupement territorial de Béni. D'accord. On va se présenter. Hein.
C'est monsieur Benei, directeur de la société Nera Beni. Ok. On va y aller. C'est M. Benjamin, chargé des exportations Esco Kivu. Moi, je m'appelle Bandou David, je suis le président de la délégation syndicale de l'ESCO Kivu. Magora Richard Gérard Esco Chief. Moi, c'est Maître Eliva Ouma, avocat au barreau de Kouilou du Nord Kivu. Moi, c'est Compi Wilson, un étudiant encore les membres du groupe de pression. Oui, venez-y, venez, allez, approchez. Bonjour. Bon, je suis Kambale Moukanirwa Moïse. L'autre personne m'appelle Mbale Adam. Je fais le commerce. Ça, c'est encore des sociétés qu'on va ouvrir. Alors, vous avez entendu tout à l'heure ce que le ministre a dit. Comment vous réagissez Par rapport à quoi? Par rapport à le surtat, il dit que l'État est en train de traiter un peu plus différemment ici à Béni pour les taxes. Ok, merci. Comment on fait par rapport au cacao? Comment vous faites ici? Bon, nous sommes dans une zone à vocation agricole. Notre économie repose sur l'agriculture. Nous cultivons le café, la papaye, le cacao, les palmiers à huile. Et pour le moment, nous sommes dans la relation aussi de la culture de la vanille. Et à part ça, il y a aussi les produits vivriers. Alors, quelles sont vos difficultés ici? Au niveau de difficultés, nous remercions d'abord le gouvernement congolais pour avoir passé au secteur agricole. Et il a déjà publié ou promulgué la loi agricole. Et c'est la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 et qui avait été mise en application depuis juillet 2012. Mais malheureusement, cette loi souffre encore. Et suite à cette souffrance, la population jusque-là ne bénéficie pas des avantages qu'offre cette loi. On va aller très vite. Par rapport à l'état des sièges ici à Béni, est-ce que par rapport à vos affaires, vous sentez quand même un changement? Non, par rapport à l'état des sièges, nous ne sommes qu'au début. Et ce que nous attendons de l'état des sièges, c'est de pacifier les plantations, puisque nos champs sont occupés par les envahisseurs. Une fois les envahisseurs seront boutés hors de nos champs là, nous allons maintenant sentir la positivité de l'état des sièges. Mais pour le moment, comme nous ne sommes qu'au début, nous sommes en train d'attendre les résultats de cet état des sièges. Oui. Si vous parlez au ministre, là c'est l'État, c'est le gouvernement, tout le monde vous suit, le président vous suit. D'abord, comment vous avez accueilli l'arrivée du président ici à Béni? Nous félicitons l'arrivée du président parce que là, il a montré les soucis qu'il a avec la population de Béni, la population de l'Ituri, parce que c'est la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu qui a été décrétée zone sinistrée par et le gouvernement a pris la décision de déclarer les deux provinces comme province en état de siège. Et quand il arrive pour les suivi, cela montre le souci qu'il a pour que la province reprenne sa vie d'autrefois. Ouais. Alors, quelque chose à rajouter? Oui, nous, comme habitants de Béni, nous vivons de l'agriculture. Okay. Maintenant, si la loi n'est pas appliquée sur le terrain, c'est la population qui va souffrir. Parce que la population de Béni et de l'Ituri vivent de l'agriculture. Et cette loi, si elle est bafouée par d'autres entreprises de l'État, par exemple, l'ONAPAC qui veut qu'il perçoit 2% de la valeur fobe de la marchandise sur le cacao, vous allez retrouver que cela va revenir encore sur la charge de la population. Et cela nous met dans des confusions. Nous avons par exemple chez nous, nous avons plus de 5500 tonnes qui souffrent là-bas et qui risquent de pourrir là-bas. Et cela reviendra aussi au détriment et du gouvernement congolais, même si la population. Monsieur le ministre, vous avez réagi par rapport à là, ici, l'agriculture, ils vivent de l'agriculture, hein. C'est comme si cette loi n'est pas profitable à eux, c'est pas appliqué et ils connaissent le problème. Non, la question, il y a la loi agricole qui est encore un peu en souffrance au Parlement, je pense, mais elle passera. De toute façon, la priorité ici, nous avons circulé hier dans la ville, nous sommes partis à Kassindi, on a vu ces hectares de champs, ces plaines
le parc, les palmiers, les bananeraies, tout ce qu'il a dit, c'est des choses que nous connaissons. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un focus particulier qui sera mis. Autant il y a l'état de siège au plan sécuritaire, autant on va faire l'état de siège économique. Ça veut dire, je vois qu'ils ont des mémos. Je crois que peut-être que dans les heures qui suivent, ils rencontreront les présidents de la République pour exposer leurs problèmes. Les questions économiques requièrent une certaine quiétude en termes des discussions pour se mettre d'accord sur le plan et identifier les difficultés. On a parlé du cacao, mais qui dit cacao dit café. On a parlé de bananes. Il faut voir d'abord comment vous approvisionnez les circuits locaux ici avant de penser à l'exportation. Hier, nous avions inauguré la route, ça leur permettra d'évacuer. Parce que vous savez, quand vous ramenez l'ordre, et c'est pour ça qu'il est important que la sécurité revienne, c'est ce qui va permettre de tuer toutes ces activités économiques frauduleuses. Parce qu'en réalité, c'est peut-être l'une des raisons de la guerre ou l'une des raisons des difficultés qui sont connues ici. Les gens, ils viennent, ils profitent des notaires, ils exportent frauduleusement au détriment de ceux qui, au quotidien, s'élèvent pour travailler légalement et gagner leur vie. Et donc, vous devez considérer que le gouvernement, c'est votre interlocuteur. Nous avons des difficultés qui sont liées au pays de manière générale, et ce n'est pas seulement à Béni, mais nous nous attelons comme gouvernement à y apporter des réponses précises. Et compte tenu de la situation spécifique de Béni, le gouvernement suivra de manière spécifique ce qui se passe ici pour leur permettre de continuer leurs activités et de donner l'image de cette résilience congolaise qui, malgré les actes de terreur, malgré la présence des terroristes dans la région, mais les activités continuent, les enfants vont à l'école et les parents subviennent à leurs besoins. Malheureusement, on va donner la parole à 2-3 personnes parce qu'on me dit que le temps nous fait déjà dépôt. Je sens que les gens veulent parler. Hein. Oui, je sens que les gens veulent parler. Hein. Allez, on va y aller. Oui, je me suis présenté, je m'appelle Béné, directeur de la société NRA. Quel est le problème de l'NRA? L'NRA est une agro... Approchez, plus fort. L'NRA est une agro-industrie, plus vieille autrefois, Gécamine du Nord Kivu. Nous avions 600 travailleurs. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 100. Quelles sont les raisons? Depuis 1996, l'État a pris 31 tonnes de poudre de papaïne NRA, P1, dont la valeur d'1,5 million. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Et nous avons produit cette papaïne avec l'argent de la BCDC à l'époque. Nous avons remboursé. Demander à l'État de nous rembourser maintenant notre argent, rien. Conséquence, tous les matériels a vieilli. Dommage que je pensais que vous alliez visiter l'NRA avec nous. Mais nous demandons à l'État de nous payer notre facture, ce qui me permettra d'avoir un outil neuf et revenir au nombre de travailleurs que j'avais. De 600, je suis revenu à 100. S'il y a des jeunes gens qui ils suivent les autres, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Si on remet les 1,5 million, nous allons prendre beaucoup de jeunes gens ici, ils vont rentrer à l'usine, nous produisons le bois, la papaïne, je dis café, et nous sommes même en mesure de faire le cacao parce que nous avons la surface la plus grande comme industrie extractive ici à Béni. Très bien, monsieur le ministre, vous avez des problèmes en direct, hein? Allons-y. Non mais de toute façon le problème est posé. C'est clair qu'il y a, c'est un cas spécifique parce que hier j'ai eu le privilège de passer sur le site. J'ai vu comment c'est impressionnant. Mais bon, maintenant il faut aller au cas par cas pour voir spécifiquement pour ce qui le concerne. On verra comment lui faciliter la tâche pour ses besoins spécifiquement. Mais ici ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a aucune solution que le gouvernement ne peut trouver sans eux. Le gouvernement dans tous les pays du monde a le devoir de faire les routes, de faire les lois. Mais c'est l'activité économique des particuliers qui permettra, en appui aux mesures prises par le gouvernement, de générer de l'emploi, d'employer nos jeunes et d'éviter que nos jeunes puissent rejoindre le groupe armé. Parce que c'est une illusion que d'aller dans un groupe armé et de penser que demain vous serez en mesure de subvenir à vos besoins. Nous avons mis en place un programme de DDRCS, le programme de désarmement et démobilisation. Avant même que ces programmes ne se mettent en place, il y a un programme intermédiaire qui est en cours. Mon collègue de la Défense est ici à Béni, spécifiquement pour ça, parce que depuis que l'état de siège a commencé, nous enregistrons beaucoup d'éréditions. Il faut savoir que nous faisons face à deux types de groupes. Il y a un groupe, des groupes armés nationaux, ce sont nos enfants, qui se sont égarés.
Et il y a une autre part de groupes armés terroristes comme les EDF, qui sont là que pour s'aimer la terreur. Mais pour nos enfants qui se sont égarés, nous leur demandons de revenir à la raison. Le porte-parole de l'armée ici est là, il pourra vous dire davantage sur ce qui est fait. Mais l'idée ici, c'est de convaincre les parents. Parce qu'aucune armée ne peut réussir une action sans l'implication de sa population. Et ici, Béni, malheureusement, a été les terreaux de beaucoup de manipulations, de beaucoup de choses fausses qui ont été dites. C'est pour ça que nous sommes venus, pour que cette population comprenne que nous sommes ensemble et que leurs peines sont les nôtres. Et donc, le souci des hommes d'affaires, c'est des soucis qui sont pris en compte parce que c'est nos alliés dans la création de l'emploi. Et parce que nous pensons que créer de l'emploi de manière formelle, c'est une manière de lutter contre la délinquance de jeunes entre guillemets qui vont dans les groupes armés. Et donc, considérer que c'est des problèmes qui sont posés et pour lesquels nous allons amener des solutions progressivement. Elles partiront du niveau local avec le gouverneur militaire Constant Ndima et ensuite elles remonteront vers Kinshasa. L'autorité suprême est ici. Le Premier ministre était là pour voir dans quelle mesure, de manière progressive, on répond à toutes ces questions. Alors, la question est... Oui, allez-y, je voulais réagir. Oui, je voulais réagir beaucoup plus sur ce que son Excellence a dit. La question entre... Je parle comme habitat de Béni, Viva Seki. Allez-y, oui. Vous êtes libre. Ça veut dire les problèmes qu'il y a entre Esco-Kivu et l'ONAPAC. C'est beaucoup plus la question d'interprétation des textes. Parce que si vous prenez la loi agricole, l'article 73 parle de 0,25% qui devrait revenir aux services qui œuvrent sur les postes frontaliers. Et cette disposition-là ajoute qu'il y aura une loi qui va répartir les 0,25%. Que donc, il n'est vraiment pas logique que l'ONAPAC puisse demander 2% alors qu'il n'y a pas de base juridique par rapport à cela. Donc, puisque nous sommes devant l'excellence... L'ONAPAC, c'est quoi pour nos téléspectateurs? L'ONAPAC, c'est l'Exxon national des produits agricoles. Oui, voilà. Donc c'était l'ONC, actuellement c'est ONAPAC. Donc le problème c'est par rapport aux 2% qu'exige ONAPAC alors qu'il n'y a pas de soubassement juridique. Parce qu'à 10 ans ONAPAC de se retrouver dans les 0,25%, aussi ONAPAC n'est pas parmi ou n'est pas répertorié parmi les services, 4 services qui sont au niveau des frontières. Voilà. Donc c'est ça le vrai problème. Mais je voulais aussi revenir sur un aspect, beaucoup plus chez nous juristes, les ordonnances du chef de l'État, beaucoup plus sur l'état de siège. Actuellement, les juridictions civiles sont fermées. Il y a un problème d'interprétation de cette ordonnance-là. Et il y a un problème aussi au niveau des juridictions militaires. Par exemple, à Béni, on n'a qu'un seul magistrat actuellement. Vous prenez tous les problèmes, tous les dossiers pénaux qu'on doit déférer au niveau de l'auditorat militaire, y compris leurs propres problèmes. Donc c'est un problème très sérieux. Que donc s'il peut y avoir une mesure, soit ce n'est pas circulaire, allant dans ce sens-là, parce que l'ordonnance parle de transfert des compétences pénales vers les juridictions militaires. Donc depuis l'état de siège jusqu'à présent, tous les dossiers civils, que ce soit les dossiers fonciers, en matière de divorce, ainsi de suite, il n'y a rien qui évolue. Et ça crée beaucoup plus de problèmes au niveau des sociétés. D'accord. Si je comprends bien, là, c'est le mesure d'accompagnement de l'état de siège qui fait pour... Non, ça veut dire qu'il y a une question juridique qui se pose, parce que dans une de mes interventions sur un média, c'est une question qui a été soulevée. Je crois que la question est prise en charge au niveau du ministère de la Justice et que dans les jours qui viennent, on apportera une réponse précise quant à ce. Parce qu'il faut tenir compte du contexte d'état de siège, qui est un contexte particulier et qui, malheureusement, vient avec des conséquences sur le quotidien des choses. Mais parce qu'il y a des questions qui nécessitent des règlements immédiats, il y a des propositions qui seront faites au ministère de la Justice et très rapidement on trouvera une réponse. Alors nous sommes à Béni en direct, la télévision nationale s'est déplacée ici, nous donnons la parole à la population, on va connaître le problème de la population ici. On regarde ce reportage qu'a réalisé Françoise Bouela et Gédéon Mutombo au niveau du marché de Béni et on revient après. Vie à l'intérieur, nous sommes à Ishango.